Bonjour et bienvenue. Nous allons dans cette vidéo vous présenter le projet proposition de grille d'activité pour les ISCG que nous mettons en débat. Il est question de l'outil lui-même puisque dans une première vidéo, nous avons pu présenter la méthode, le bilan que nous faisions à partir des remontées terrain, des constats que nous avions pu faire, de ce qui était améliorable et des objectifs. Nous les reprendrons de façon très light dans cette deuxième vidéo, mais ce qui est plutôt centré évidemment sur l'outil lui-même. Rappelons les 5 points clés que j'ai développés dans la précédente vidéo, hein. Déjà, un constat, il est impossible de produire un outil qui va satisfaire tous les acteurs. Ce n'est pas possible, les attentes sont trop diverses, territorialement, nationalement, entre les différents types de personnes mobilisées autour des postes, et puis même entre les ISCG, on peut constater qu'il y a des attentes différentes, des outils différents, et c'est en ça que, un outil qui fasse l'unanimité est absolument impossible à produire. Nous avons essayé de trouver l'outil qui puisse en tout cas faire un minimum consensus à défaut de faire l'unanimité. Nous avons fait le choix d'un outil national qui est resserré pour laisser des possibilités d'ajout en local ou via des études complémentaires. Pour nous, si une catégorie est rarement ou jamais utilisée, on peut s'en passer pour une grille nationale. Et c'est ce que nous avons éliminé de la grille actuelle dans notre projet. Nous avons souhaité recentrer la grille sur l'activité de l'ISCG. L'activité de l'ISCG, c'est sa capacité d'analyser, c'est ce qu'il mobilise comme acte autour d'une situation et ce qu'il peut permettre de voir et comprendre de sa pratique en rapport avec le public et les problématiques suivies. Enfin, on a évidemment fait le choix d'élargir le périmètre des catégories, sinon on ne peut pas les réduire, et en même temps d'affiner la catégorie principale qui est celle consacrée à la violence dans le couple. On reprendra ça un peu plus finement tout à l'heure. Enfin, nous avons souhaité proposer un outil après l'avoir élaboré collectivement avec plus d'une vingtaine d'ISCG qui ont été mobilisés dans différentes phases de test et qui ont testé soit un indicateur, celui du temps, soit la proposition globale qui est issue d'un travail collectif. En tout cas, pour le détail de la méthode et de l'historique de ce travail de test aussi, nous vous invitons à voir notre vidéo précédente qui s'appelle Pour une nouvelle grille d'activité pour les ISCG, que vous trouvez aussi via notre compte YouTube. Lorsque nous parlons de notre proposition, on va faire un comparatif entre avant, c'est-à-dire avec la grille actuelle, et après, c'est-à-dire avec le projet, s'il était adopté. Nous regarderons les différentes catégories, reprenons toutes les catégories à la loupe, et vous aurez un exemple concret d'utilisation de l'outil avant de finir par un résumé des avantages de cet outil. D'abord, le premier objectif, c'était de simplifier, alléger. Ça, c'était l'objectif central. On partait de ça. Ça, c'est la grille d'activité actuelle. De nombreuses catégories, de nombreux choix à faire. Dans la grille actuelle, il y a 17 catégories. Dans la proposition que nous allons faire, il y en a 7 à renseigner au minimum. Le nombre de catégories possibles, c'est-à-dire de choix possibles à l'intérieur de chacun des points qui étaient attendus en réponse, on atteignait le total de 390. Dans ce que nous proposons, nous sommes descendus à 50, c'est-à-dire une réduction de 77%. Sur les nouvelles situations, l'origine de la demande, le type de situation, hommes, femmes, et on verra les catégories qui sont proposées à l'intérieur de ces catégories de genre, le temps mobilisé, estimé, le nombre d'entretiens physiques et ou téléphoniques, le nombre d'appels, rencontres partenaires, le nombre d'actes de signalement, en général c'est mineurs en danger ou adultes en danger, et informations préoccupantes, à savoir si la situation est connue ou pas des services sociaux. C'est un indicateur fort que nous avons gardé et nous avons réduit à quelques orientations et nous reprendrons tout ça en détail pour expliquer le pourquoi de chaque choix. Sur l'origine de la demande, nous sommes arrivés à 8 propositions contre 14 dans la grille actuelle. Nous avons d'abord choisi de supprimer des catégories qui sont peu ou jamais utilisées par la majorité des ISCG. Peut-être que quelques ISCG peuvent les utiliser très ponctuellement, mais en réalité, elles sont très faiblement utilisées, voire jamais utilisées. On peut se demander quel est l'intérêt d'avoir des chiffres si peu significatifs pour en faire une analyse, puisqu'elle ne pourra pas être significative non plus. Par exemple, les bailleurs logeurs publics ou privés, l'éducation nationale, etc., la police municipale, les services municipaux plus élus. Tout est intéressant, mais dans une grille d'activité, on ne doit garder que ce qui est vraiment utile. La proposition qui vient d'apparaître, c'est justement de réduire à quelques orienteurs possibles.
la police ou la gendarmerie, évidemment, les psychologues du ministère de l'Intérieur, qui est une catégorie que nous avons ajoutée, puisqu'aujourd'hui, en commissariat, il existe un nombre significatif de postes de psychologues du ministère de l'Intérieur. Et c'est intéressant de voir aussi les articulations, les orientations qui peuvent exister. Le service social qui peut être celui d'un CCAS, du département, des services de santé, qui peut être autant un médecin généraliste qu'un service des urgences, le secteur associatif, le contact direct par les personnes qui appellent, qui d'initiative prennent contact avec l'ISCG, et puis la mise à disposition par l'ISCG, c'est-à-dire quand il y a un aller vers de l'intervenant ou l'intervenante sociale vers la personne, et puis autre pour toutes les autres catégories. Là aussi, gardez l'idée que si quelqu'un veut affiner, il pourra ajouter des catégories s'il le souhaite. Les seules qui seraient obligatoires dans ce projet-là, c'est celles qui sont indiquées ici. Sur les types de situations, il y a plusieurs changements importants. D'abord, on passe de 13 à 11 catégories. Dans les précédentes, c'est celles qui sont affichées ici. On a supprimé radicalisation, qui aujourd'hui est très faiblement utilisée, et même à une période où il a été utilisé, notamment suite aux attentats de 2015-2016, où il y avait un très fort intérêt justement pour cette question de la radicalisation. Ça a toujours été rarement dans l'activité des ISCG. Dans la plupart des cas, c'était pas du tout un élément qui a été significatif dans leur activité, voire même existant. La question de la dérive sectaire, qui est une question intéressante aussi, mais qui n'est pas significative dans l'activité des ISCG, la traite des êtres humains aussi dans l'activité. Ça arrive évidemment qu'il y ait des questions autour de ces publics-là, mais ce n'est pas significatif au niveau national. L'atteinte au bien, l'abus de confiance, qui sont plutôt des logiques de regard pénal sur la situation. Ces catégories ne nous semblaient pas pertinentes à garder et donc pas utiles à conserver. Nous avons redéfini certaines catégories, des catégories sur les violences, on l'a dit. Là, dans la version actuelle, c'était violence physique, violence psychologique, violence sexuelle, viol. Sur ces catégories, nous sommes passés sur une autre logique qu'on va expliquer. Et violence sexuelle a été gardée, par exemple, par contre. Sur l'éducatif, sur l'enfance en danger, nous avons aussi redéfini les contours. Les relations familiales sur la santé, on le trouvait déjà sous une certaine forme, mais on a choisi de le redéfinir et on va voir comment. Sur la violence dans le couple, ça c'est un élément majeur de changement. Nous sommes passés d'une logique d'acte, violence physique, violence psychologique, à une logique relationnelle. Il s'agit pour nous d'améliorer la distinction des situations, parce que ça va permettre de sortir d'une représentation qui est parfois confuse, réductrice ou seulement pénale. L'atteinte physique, l'atteinte psychologique, c'est plutôt des catégorisations pénales. Appeler toute forme de tension ou de passage à l'acte dans le couple violence conjugale, c'est aussi une confusion puisque ça intègre des dimensions de conflit. Et il nous semble nécessaire justement de distinguer ça parce qu'en travail social, on ne travaille pas de la même façon face à un conflit et face à une situation de violence conjugale. On ne propose par exemple pas une médiation dans une situation de violence conjugale, alors que même dans du conflit élevé, on va voir ce que c'est, on peut travailler sur une logique de médiation. Donc on n'a pas les mêmes l'analyse de l'analyse découle des orientations, des modalités de travail qui sont différentes. C'est pour ça que nous avons choisi de le travailler et de l'affiner, cette question-là. Les trois catégories qui sont retenues, ben, ça renvoie aux travaux de Karen Sablier, qui est quand même une référence sur ces questions-là, qui distingue trois niveaux pour sortir de la confusion dans laquelle on met dans un espèce de fourre-tout tout sous le terme de violence conjugale ou de violence dans le couple. Elle distingue des conflits conjugaux, hein, qui sont marqués par des désaccords qui peuvent être négociés par les deux parties. L'agression ne fait pas partie de la dynamique du couple. Elle peut arriver très occasionnellement, mais ça ne fait pas partie de la dynamique du couple. C'est la catégorie conflit conjugal. Dans le conflit conjugal élevé, là, on peut avoir des agressions verbales et physiques qui sont perpétrées par les deux parties, les deux ayant des capacités faibles de négociation. Donc, on peut avoir des actes physiques très violents, mais il y a un partage de cette modalité de, entre guillemets, communication, parce que la capacité de négociation par les mots n'est pas un outil accessible, facilement accessible pour les personnes à ce moment-là. Et enfin, il y a la violence conjugale,
Là, on est sur des actes d'agression asymétriques, c'est-à-dire de l'un vers l'autre seulement, et l'autonomie du partenaire, celui qui en général est la cible de la violence, est considérée comme dangereuse. Donc on est dans ce qu'on appelle clairement la domination de l'un sur l'autre et ce rapport inégalitaire. Donc on voit bien qu'autour de tensions dans le couple, de violences dans le couple, on peut avoir différentes situations par nature. Donc évidemment, plus finement que ça, nous travaillerons à accompagner, si ces choix étaient retenus, les professionnels, autant dans la distinction des catégories que dans le repérage dans des entretiens, quelles catégories on peut identifier dans le récit d'une personne par la technique d'entretien notamment. Donc, on va avoir comme catégorie, vous le voyez dans le carré qui vient d'apparaître, les trois premières qui concernent des conflits dans le couple, des questions éducatives, des fois il y a des tensions qui viennent, qui sont nourries, qui amènent à passer par un commissariat ou une gendarmerie. Évidemment, on garde les enfants en situation de risque et de danger. On parle aussi, on crée une catégorie de tension, violence avec tiers, harcèlement. Donc là, ça peut être un conflit de voisinage, ça peut être un conflit avec un tiers extérieur, enfin, ça peut être une situation scolaire. On a retenu la catégorie besoins matériels. Des fois, il y a des personnes qui sont sur des besoins sociaux uniquement matériels. La catégorie violence sexuelle est gardée. Les relations familiales, hors couple évidemment, avec des tensions et des violences, on peut avoir des fois des violences avec un fils majeur qui est encore au domicile et qui peut être en tension, voire avec des productions d'actes violents sur ses parents ou ses grands-parents des fois. On a l'indicateur qui touche à la santé de façon générale, dans lequel on peut catégoriser notamment les tentatives de suicide, les troubles psychiatriques, les addictions, etc. Tout ce qui est relatif à la santé. Et une catégorie autre, évidemment, que l'on garde, qui permet de classer toutes les autres situations qui ne relèvent pas de ces catégories-là. Du côté des bénéficiaires, ce qui va disparaître, c'est les catégories d'âge. Là, vous avez une représentation de ce qui était la grille d'activité actuelle. J'en parle au passé, ce qui est quand même optimiste, mais c'est la grille d'activité actuelle aujourd'hui et c'est celle que nous souhaitons dépasser. Pour les bénéficiaires, vous aviez des catégories d'âge qui étaient avec quatre catégories différentes, trois propositions. Nous, ce que nous avons choisi, c'est de ramener à trois catégories de statut, mineur, adulte et adulte vulnérable. Pour nous, la vulnérabilité est un meilleur indicateur social que l'âge. Vous avez des personnes qui ont plus de 65 ans qui ne sont absolument pas en situation de vulnérabilité. Donc, pour nous, dans un regard social, ce qui est apparu, c'est que c'est la vulnérabilité qui est un facteur important à distinguer. On a trois états. La minorité, qui par définition est une phase de vulnérabilité. Le fait d'être adulte, et adulte, si on n'a pas de vulnérabilité, alors on ne peut pas être considéré comme un adulte vulnérable. Par contre, certains adultes sont en situation de vulnérabilité. On pense à ceux qui sont bénéficiaires ou pourraient être bénéficiaires d'une mesure de protection pour majeurs, par exemple. Et pour chacune des trois possibilités, des trois catégories, trois possibilités, hors champ pénal, victime et mise en cause évidemment, puisqu'on peut être mineur dans ces trois situations, on peut être adulte dans ces trois situations, on peut être adulte vulnérable dans ces trois situations. Sur les modalités de travail, une autre catégorie, c'est la nouveauté, c'est le temps mobilisé estimé. D'abord, à partir du test que nous avons fait avec les ISCG de l'Ouest, cette estimation est simple à réaliser. Évidemment, on ne demande pas aux professionnels de prendre un chronomètre à chaque fois qu'ils reçoivent quelqu'un ou qu'ils se déplacent vers un lieu pour aller rencontrer quelqu'un. On demande aux personnes d'estimer. Et pour les professionnels qui ont manipulé cet outil-là, ils disent que ça n'a pas été compliqué du tout d'estimer le temps qu'ils avaient mobilisé autour d'une situation. Et ça permet de donner du relief à l'activité des ISCG parce que ça permet de mieux identifier des pratiques professionnelles par rapport à des réalités de territoire d'intervention. Le temps de déplacement quand on est dans un commissariat dans une grande ville, autour de chaque situation, est quasi nul. Quand on est sur une zone rurale en gendarmerie, le temps de déplacement, notamment si on fait de la visite à domicile ou si on va d'une unité à l'autre à différents moments de l'activité, peut être très présent et très important. On a choisi quatre catégories, moins de 5 minutes. C'est en général le temps d'analyse d'une situation quand on vous transmet un document, par exemple. Vous pouvez estimer qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir et pourtant vous avez mobilisé du temps pour analyser.
la situation à partir des données qui vous étaient transmises. Et donc, on a souhaité les intégrer. Ça aussi, c'est une proposition des intervenants sociaux en commissariat gendarmerie de l'Ouest qui ont trouvé que cette catégorie manquait. Au départ, il n'y en avait que trois. Ensuite, de 5 minutes à 1 heure, là, on est déjà dans un temps où il y a eu un entretien physique, téléphonique, un contact, un travail un peu plus soutenu qui a été fait. De 1 à 3 heures, on est sur des entretiens qui peuvent être des fois longs, mais aussi sur des phases de mobilisation qui ont, par exemple, mobilisé du temps de déplacement ou au contraire du temps d'aller avec la personne, l'accompagner sur un service parce qu'elle ne pouvait pas y aller seule, etc., etc. Et enfin, des situations de plus de 3 heures. Elles sont généralement plus rares, mais surtout ces temps-là sont intéressants à distinguer parce que là, ils disent qu'il y a une situation avec une particularité qui nécessite une mobilisation largement supérieure à une situation simple, entre guillemets. Avant de voir évidemment tous ces items dans la grille d'activité que nous proposons et dont vous verrez le fonctionnement, les modalités de travail, les autres items que nous avons gardés, c'est évidemment le nombre d'entretiens physiques et ou téléphoniques. C'est un élément que nous avons gardé de la grille actuelle. Les appels aux rencontres avec les partenaires, parce que ça met aussi en valeur tout le travail indirect qui est fait, et le nombre d'informations préoccupantes ou signalements qui est fait, de façon à ce que cette activité aussi, qui existe déjà dans la grille d'activité, soit conservée, évidemment. Évidemment, nous gardons aussi le temps de réunion et de formation. Les deux sont cumulés parce que ce sont aussi des temps de travail qui doivent avoir une visibilité en volume horaire et pas en quantité. Là aussi, c'est pas une réunion de une 30 minutes ou une réunion de 3 heures, ce n'est pas la même chose. Donc pour nous, c'est le temps qui est un indicateur majeur plutôt que le nombre. Nous gardons aussi la situation par rapport aux services sociaux, hein. Cet indicateur est maintenu avec toujours les mêmes catégories, connues, non connues, ne sait pas. C'est important parce que ça permet de bien identifier une des spécificités des ISCG, c'est de recevoir des situations qui ne sont pas connues des autres acteurs du social et qui montrent là une singularité de ces postes et un intérêt de ces postes. Enfin, sur les orientations, donc là aussi, nous sommes passés dans une logique de simplification puisque nous avions beaucoup de propositions aux préfectures, par exemple, qui figuraient dans les possibilités d'orientation. Nous avons choisi d'ajouter les psychologues du ministère de l'Intérieur là aussi, et de façon à ce que orientation vers la police ou la gendarmerie, c'est en général quand la personne prend un accompagnement à la plainte, a bien souhaité déposer plainte et donc elle est réorientée vers le service de police ou de gendarmerie. C'est les services sociaux, évidemment, dans les orientations, tout confondu, hein, qu'ils soient municipaux ou départementaux. Ce sont les services de santé, ce sont les services juridiques aussi. Ça peut être un avocat, ça peut être une association d'aide aux victimes, avec un juriste d'une association d'aide aux victimes, et autres. Là aussi, rappelez-vous qu'on a simplifié les catégories. Si vous pensez qu'il est nécessaire de d'affiner encore, vous pouvez le faire. C'est la logique du local qui peut s'ajouter à la logique du national qui, elle, est resserrée. Et concrètement, voilà comment ça peut se passer. Vous avez là une grille qui a été renseignée par une des ISC, pour le coup, là, qui était en phase de test et qui a renseigné les différentes catégories. Donc, vous voyez, un tableau Excel relativement simple. Et à chaque fois, on va trouver pour chaque catégorie ben, les possibilités de choix, hein, mises à disposition. Là, c'est ce qu'elle a cliqué, mais ça pourrait être une origine venant de la police, psychologue, ministère de l'Intérieur, etc. Le type de situation, ben là aussi, vous allez avoir évidemment toutes les propositions qu'on a retrouvées dans la présentation qui vient de vous être faite. Pareil pour hommes ou femmes, là, il se trouve que c'est une femme sur la ligne 1, toutes les cas de figure. Donc, est-ce que c'est un majeur victime, majeur mise en cause, majeur vulnérable hors champ pénal, par exemple, un majeur simple hors champ pénal? Pour chacune des catégories, les trois possibilités existent, hors champ pénal, victime, mise en cause. Le temps estimé, là aussi, pareil, hein, on va retrouver les quatre catégories qu'on vous a proposées: moins de 5 minutes, moins d'1 heure, moins de 3 heures, plus de 3 heures.
Le nombre d'entretiens, là, c'est évidemment les personnes qui vont l'incrémenter, hein, un entretien. On voit bien que selon les situations, il peut y avoir plusieurs, un ou plusieurs entretiens ou zéro. La situation par rapport au service social, évidemment. Et puis, quelles orientations ont été faites. Là, on peut en avoir une par case, c'est pas un problème. Et ce que va permettre ce travail, c'est d'incrémenter évidemment le nombre d'entretiens qu'on a eu téléphoniques et on pourrait aussi incrémenter le nombre de personnes mises en cause en faisant des filtres pour faire une analyse de l'activité. Bien, après cette présentation rapide de l'outil, pour résumer, ben, c'est une simple proposition pour redéfinir la grille. C'est une proposition qui est mise au travail. Elle pourra être amendée par le groupe de travail avec le CIPDR, la DGPN, la DGGM, etc. Issu d'un outil qui a été élaboré et testé par des ISCG. C'est un élément qui nous paraît essentiel. Il est né aussi cet outil de l'évaluation de la version précédente dans ses effets locaux et nationaux. C'est le travail d'analyse que nous avons mené depuis des années. Et il permet de revenir à l'activité des ISCG dans une approche de travail social qui fait sens. Et ça permet aussi cet outil au CIPDR notamment, à la DGPN, à la DGGN, de trouver de la matière pour mesurer l'action des ISCG du dispositif. Et c'est aussi vrai localement avec les subventionneurs, avec les employeurs, avec l'autorité fonctionnelle, c'est-à-dire la police ou la gendarmerie. Et c'est vraiment l'objectif, c'est que ça puisse être un outil adapté à chaque lieu. Je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième vidéo. Si vous avez des questions, avant de nous les renvoyer, je vous invite à regarder notre première vidéo qui présentait pour finalement comment on en arrive à ce projet-là de façon un peu plus détaillée que ce que je l'ai fait dans le rappel de départ de cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous faire vos remontées. Nous sommes preneurs évidemment de ces remontées-là. Et nous continuons à travailler à la l'ISCG, avec les ISCG, avec tous les acteurs, pour essayer d'améliorer le contexte dans lequel travaillent les ISCG. Et l'amélioration de la grille d'activité fait partie de ce contexte.